Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la question du budget social 2022, dit projet de loi de financement de sécurité sociale 2022, qui vient d'être voté au Parlement dans une quasi-indifférence générale. Pourtant, un budget de 581 milliards d'euros pour 2022, soit une fois et demi le budget de l'État, et avec des trajectoires financières à moyen terme, d'ici à 2025, qui sont totalement hors des clous, hors de contrôle, ce qui n'est pas véritablement l'objectif, normalement, d'un budget social. Alors, il a des similarités avec les autres budgets sociaux des précédentes années, avec des mesures un peu gadgets pour montrer qu'on agit, on va y revenir, avec un marqueur social, l'accès gratuit à l'IVG, et avec surtout le signe d'une impuissance politique à véritablement apporter des solutions structurantes qui règlent les problèmes. Cependant, il n'y a pas des problèmes dans toutes les branches. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde un petit peu en détail, on s'aperçoit qu'il y a une branche véritablement malade sur laquelle il n'y a pas de solution apportée et pas de perspective à la fois de refonte du système et de retour à un équilibre, c'est la branche santé. Donc on voit bien que cette branche, elle est la source principale du problème pour notre modèle social, mais donc aussi la solution principale pour retrouver un modèle social qui a de l'avenir, d'où cette nécessité de refonte. Alors, les trajectoires financières sont éloquentes. Si on regarde les branches accidents du travail, maladies professionnelles et famille, on voit qu'on a un excédent à court et moyen terme, d'ici à 2025, de l'ordre de 10 à 15% du budget. Alors là, certes, on a un excédent, mais enfin, la question se pose d'abord de la politique de ces branches, et puis de savoir ce qu'on fait de cet excédent. Est-ce qu'on le restitue aux assurés en baissant les cotisations et aux entreprises? Est-ce qu'on augmente et on améliore les prestations? Est-ce qu'on s'en sert pour rembourser la dette sociale? Est-ce qu'on s'en sert pour compenser le déficit des autres branches? Il eût été intéressant d'avoir ce débat à l'Assemblée. Malheureusement, il n'a pas eu lieu. À défaut, ça servira probablement à éponger le déficit des autres branches. La branche vieillesse, les retraites, montre un déficit en 2024 de 7 milliards, c'est-à-dire à peu près 3% du budget, ce qui est relativement faible, surtout quand on pense que le recul d'un an de l'âge de la retraite apporte plus de 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Donc on voit que ce retour à l'équilibre est à portée de main et pourtant c'est le grand débat qu'on essaie de lancer. Cependant, on peut le faire soit par incitation, soit par obligation en fonction des politiques choisies. On voit qu'il y a un taux d'activité en France des 55-64 ans qui est de 57%. Contre 73% en Allemagne. Donc, on en a sous le pied pour véritablement équilibrer ce système de retraite. Mais on voit aussi qu'on a une espérance de vie en bonne santé, qui est quand même un indicateur important pour inciter les seniors à travailler plus longtemps, qui est inférieur à 63 ans de l'ordre de 62 ans et demi en France et qui stagne depuis 10 ans. Donc, on voit bien que même le sujet des retraites, notamment de l'allongement du travail, du report de l'âge d'entrée à la retraite, est aussi intimement lié à une politique de santé efficace. Financièrement, la santé, encore une fois, la branche malade du système, avec en 2025 un déficit estimé aujourd'hui à 15 milliards d'euros, ce qui était considéré avant le Covid, avant cette illusion d'argent magique, qui quand même a floué considérablement la perception des dirigeants par rapport à ce qu'est un déficit soutenable ou ce qu'est un déficit non soutenable, mais en tout cas était absolument considéré comme étant non soutenable et est non soutenable. Alors, on va voir qu'en plus, ce déficit, il est probablement largement sous-estimé parce qu'il y a une bombe à retardement financière avec le Ségur de la santé.
Ségur de la santé a deux failles. La première faille, c'est qu'il est accompagné d'aucune réforme structurelle. Et lorsque l'on augmente très sensiblement les dépenses publiques, il est intéressant d'accompagner ça de mesures qui vont renforcer le système, partant le système de santé. Ça n'a pas été le cas. La deuxième chose, c'est qu'il a été fait de façon uniforme pour tout le monde. Tout le monde a la même augmentation nominale, c'était 183 € l'année dernière, pour l'hôpital. Tout salarié de l'hôpital a eu le droit à cette augmentation, ce qui fait qu'avec un coût estimé initialement à 8,5 milliards, mais ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 12 milliards de ce coût estimé du Ségur de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que tout salarié du secteur de la santé, même hors de l'hôpital, réclame son dû. Et donc, en un an, pour satisfaire ces demandes tout à fait légitimes, on en est à 12 milliards et ce n'est pas fini. On a rajouté 200 millions pendant l'examen pour les personnes travaillant dans les établissements handicapés, qui, encore une fois, ont légitimement réclamé cette hausse. Mais ce n'est pas fini, puisque nous avons différents types de demandes qui vont arriver, notamment une revalorisation en fonction des compétences. Revaloriser la secrétaire médicale même de la même façon que les soignants peut être vu par les soignants, du fait des différences de compétences, de niveau d'études, comme étant injuste. La question de la pénibilité se pose. On a curieusement, dans un métier qui présente beaucoup de composantes liées à la pénibilité, on n'a pas revalorisé spécifiquement la pénibilité. Donc, on voit déjà des demandes par rapport à la pénibilité de revalorisation. Donc, ce n'est pas fini. Donc, on est bien avec une bombe à retardement et donc, on est probablement avec une sous-estimation des déficits à venir en matière de santé. Enfin, ce budget social 2022 est quand même le signe d'une grande impuissance politique. Je parlais de gadgets tout à l'heure. Le Parlement a décidé de démédicaliser un certain nombre d'actes, notamment l'accès aux lunettes, qui vont pouvoir être prescrits par les orthoptistes, et l'accès aux kinésithérapeutes, qui ne nécessiteront plus d'ordonnance médicale. Tout ça pour répondre à la pénurie. Donc, nous sommes dans une gestion de la pénurie. On sait bien que dans la réorganisation, ces transferts de tâches sont un élément important à considérer. Mais est-ce que c'est tard dans la nuit à des députés qui n'ont aucune compétence en la matière de décider de qui fait quoi parmi les professionnels de santé? Évidemment que non. Tout ça doit être fait, lancé à travers des réunions de concertation entre les professionnels de santé avec des objectifs clairs. Le but, ce n'est pas de leur demander s'il vous plaît, réorganisez-vous. Il faut, dans la refonte du système, qu'il y ait des objectifs clairs, mais il faut que ce soit ceux qui ont la connaissance, qui ont la compétence, qui réorganisent leur métier. Mais on donne l'impression d'agir. On a vu que cette démédicalisation a considérablement nuit à l'hôpital, puisque 2009 notamment, on a démédicalisé la gouvernance de l'hôpital en donnant tout le pouvoir aux gestionnaires, ce qui a accéléré évidemment la perte de confiance des soignants dans le système et la perte d'efficience. Dans le système, ça sera la même chose en médecine de ville si on continue comme ça. Donc, ce budget social est un petit peu une occasion manquée, mais une occasion manquée de plus, mais surtout le signe, encore une fois, d'une formidable impuissance politique face à un sujet qui concerne prioritairement les Français, au moins autant que d'autres dont on parle beaucoup. C'est aussi un budget qui montre que le retour à un équilibre et le retour à un modèle social qui ne soit plus considéré comme un boulet sur le plan notamment économique, ce qu'on entend beaucoup, mais qui soit considéré comme une chance pour la production de bien-être dans notre pays sans freiner la croissance économique. Tout ça est possible à une seule condition, que l'on réussisse la refondation de notre système de santé. Et là, je pense que pour la campagne présidentielle qui arrive, celui ou celle
qui montrera une capacité de sortir de cette impuissance politique, méritera d'emporter la donne et de devenir le prochain président ou la prochaine présidente de la République. Merci, à bientôt.